18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline. Thierry Cabane. C'est super. Il est 18h24, le temps passe à une vitesse sur Europe 1 sur CNews. C'est votre Punchline Week-end. Toujours à mes côtés, Laetitia Guinan, François de Rugy, Olivier Benkemoun, Benoît Perrin, le directeur général de Contribuables Associés, nous a rejoint. On va parler du budget, puisque la question c'était est-ce qu'il y aura un budget de l'État sous le sapin de Noël des Français. Honnêtement, je vous le dis, je ne suis pas certain que ce soit la priorité des Français au moment où on s'en parle. Je pense qu'ils ont d'autres priorités, même si évidemment ça sera il y a des conséquences, hein, je ne néglige pas tout cela. Mais il y avait un conclave aujourd'hui, d'un côté des sénateurs, d'un côté des députés. Et ça fait pchit, quoi. Et c'est Maxime Leguet qui nous raconte tout ça. Oui Thierry, il aura fallu moins de 30 minutes pour que sénateurs et députés actent l'impossibilité de trouver un compromis dans cette commission mixte paritaire express et non conclusive parce que les différences, les désaccords entre les deux chambres étaient trop grands, notamment la droite sénatoriale qui refusait que cette copie budgétaire ne comporte de nouveaux impôts et hausses sur la fiscalité pour satisfaire le Parti socialiste et qui demandait au gouvernement de prendre ses responsabilités et de utiliser l'article 49.3, ce que Matignon a toujours refusé de faire. Sébastien Lecornu qui donc prend acte de cet échec et qui convoque les principaux responsables politiques à Matignon lundi pour tenter de trouver une solution et sortir de cette impasse budgétaire avec un scénario privilégié qu'une loi spéciale soit votée la semaine prochaine pour permettre de reconduire temporairement le budget de l'année dernière avant que les discussions budgétaires ne reprennent en janvier pour tenter une nouvelle fois de faire voter le budget de l'État. Merci beaucoup Maxime Leguet. Ok, alors c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis, n'est-ce pas Olivier Benkemoun? J'ai parlé de conclave, évidemment, le terme n'est pas approprié, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas ça ce que je veux dire. Non, mais normalement, un conclave, on sort quand on a un accord. On enferme les gens, et ils sortent avec un accord. Voilà. Oui. Donc ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'accord. Mais il y a un contre-exemple, c'est celui des retraites, évidemment. Mais c'est une bonne mesure, peut-être. Laetitia Guinan. On les enferme, et puis tant qu'il n'y a pas de budget, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui rentre dans les clous, ils ne peuvent pas sortir. Pas de Noël, pas de... C'est une suggestion, Laetitia Guinan. Vous allez changer la politique. De changer la Constitution dans un sens qui pourrait peut-être avancer, effectivement, le devenir des Français. Parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. On vient de parler abondamment du problème des paysans, mais que va-t-il advenir justement s'il n'y a pas de budget? On ne sait même pas si au début de l'année prochaine il y aura le même gouvernement, parce qu'il est vraisemblable qu'il y aura une mesure de censure à un moment ou à un autre. Donc voilà, en fait, c'est toute la vie économique du pays, toute la vie des gens qui est prise en tenaille et dont on ne sait pas du tout où elle va aller. Enfin, là, on entrevoit qu'elle va aller dans l'ornière. Avant de donner la parole à François de Rugy, qui représente le monde politique sur ce plateau, les conséquences, mon cher Benoît Perrin. J'aime bien les choses concrètes pour les Français qui nous regardent au moment à quelques jours de Noël et des fêtes de Nouvel An. Bon, alors concrètement, il faut rappeler juste déjà que le budget de la sécurité sociale a été voté il y a quelques jours avec un déficit qui est quasiment similaire à celui de cette année. C'est-à-dire que, en fait, on va prendre de l'argent de l'État, on va le mettre dans le budget de la sécurité sociale et on va vous dire en gros le budget est en déficit de seulement 19 milliards alors qu'en fait il est de 24 milliards. Donc déjà il y a petite arnaque sur le budget de la Sécu qui est encore une fois du même niveau que cette année. Mais qui au moins lui a été voté. Qui a été voté, mais au prix de concessions monstrueuses, notamment au Parti socialiste. Donc je veux dire, il n'y a aucune réduction des déficits côté Sécu. Côté État, effectivement, il y a le Sénat qui a voté le budget avec beaucoup, justement, il est revenu sur beaucoup de hausses d'impôts qui avaient été prévues par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. Il avait même prévu des baisses d'impôts, mais la vraie difficulté, c'est que comme il n'avait pas prévu beaucoup d'économies, ou plutôt pas assez d'économies, eh bien le budget prévu par le Sénat, alors qu'on s'attendait à ce que le Sénat retoilette un peu le budget dans des proportions correct. En fait, ce qu'avait proposé le Sénat, c'est que le déficit soit aggravé. C'est-à-dire que le gouvernement comptait sur 5% de déficit. À la fin, le budget voté au Sénat était de 5,4%. Vous voyez, le Sénat a aggravé en quelque sorte la situation. Donc à quoi on va arriver de manière très simple? On va arriver à exactement ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi spéciale. La loi spéciale, c'est très simple, c'est qu'on autorise l'État à collecter l'impôt au même niveau que l'année dernière. Au moins, c'est une bonne nouvelle, il n'y aura pas de nouveaux impôts qui vont être collectés l'année prochaine. Deuxième point, on note cette loi spéciale autorise l'État à emprunter sur les marchés financiers et autorise aussi les organisations de sécurité sociale
d'emprunter sur les marchés financiers, c'est très important puisque, comme vous le savez, il y a un écart important entre les dépenses et les recettes de l'État. Donc, on doit aller sur les marchés financiers pour justement faire fonctionner l'État. Et le dernier point, c'est qu'on va dépenser, on va dire, le strict nécessaire au beau fonctionnement des services publics. C'est-à-dire qu'en gros, on va engager à peu près 80% des dépenses, ce qui fait que le service public va toujours continuer à fonctionner. Encore une fois, ça a été le même épisode l'année dernière. En janvier dernier, on avait fonctionné sous une loi spéciale, ce qui avait d'ailleurs, puisqu'on avait engagé uniquement les dépenses indispensables, à l'État de faire une économie de 6 milliards. Donc vous voyez, c'est en quelque sorte pas la fin du monde. On va très probablement reparler du budget pendant plusieurs mois en début d'année prochaine, mais l'État va continuer de fonctionner comme avant. Bon, voilà. Écoutez, François de Rugy, vous voulez prendre la parole ? Eh ben, je vous le donnerai dans quelques instants. Allez, première chose du François de Rugy. C'était une chronique d'un échec annoncé, cette réunion entre les sénateurs et les députés. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de l'Assemblée nationale, donc je fais attention à ce que je dis et aux paroles que je prononce. Mais oui. Oui, il y a pas de surprise. Ça a duré 30 minutes. Hein. Oui, 30 minutes. Et ça aurait sans doute pu durer 3 minutes, parce que en fait, j'osais pas le dire. Je pense qu'il savait en rentrant dans la salle, dans le conclave, qu'il n'y a pas. C'était pas mal avec Olivier Benkemoun. Moi, je trouve que c'est quand même pas très glorieux. Tout cet épisode. Je l'ai dit d'ailleurs sur CNews, vous en souvenez, il y a quelques semaines, que malheureusement, on allait arriver à ce résultat. Pourquoi ? Parce qu'on voit que chacun veut se refiler le ballon. Hein, c'est-à-dire, personne ne veut prendre la responsabilité de dire, bah voilà, il faut baisser les dépenses, réduire un peu le déficit et voter un budget qui permette d'atteindre cet objectif. Et ça, à part le gouvernement qui a fait quelques propositions. Bon, François Bayrou en avait tellement fait qu'il a été balayé. Et puis ensuite, les partis du bloc central, et encore, ça dépend un peu des jours. Et le reste dit non, nous, on ne veut pas voter la moindre mesure en fait d'économie un peu sérieuse. Résultat des courses. Chacun se refile le mistigris et moi j'ai l'impression, et c'est là que je dis que c'est vraiment pas très glorieux, qu'il y a une grande hypocrisie derrière tout ça, c'est-à-dire que finalement beaucoup de responsables politiques voulaient en arriver à la loi spéciale. C'est-à-dire que plutôt que de dire on a un budget, on passe au vote, on préfère faire durer et on renvoie ça à la loi spéciale, ce qui n'est pas très glorieux non plus comme procédure. C'est comme ça vient d'être dit, c'est une espèce de procédure de budget au rabais qui nécessite ensuite de prendre d'autres mesures. Le seul petit espoir, si on veut être optimiste, je suis d'un naturel optimiste, c'est que peut-être, comme ça a été dit un petit peu par Benoît Périn, la loi spéciale peut permettre d'envisager un peu plus d'économie. Au final. C'est-à-dire que peut-être le gouvernement pourrait dire, par exemple, j'arrête de recruter des fonctionnaires, parce que en plus, il y a des tas de concours où les gens sont même pas très nombreux à répondre. Bon, comme je dois faire un budget à minima, j'arrête de recruter des fonctionnaires, je coupe un certain nombre de dépenses et on avance comme ça cas pendant l'année 2026. Mais encore une fois, c'est pas très glorieux et c'est dommage. Vous avez dit tout à l'heure, les Français, c'est sûr, c'était pas l'annonce à laquelle ils étaient suspendus aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient anticipé que tout ça, c'était un mauvais théâtre et que ça se finirait en capilotade entre Noël et Nouvel An et qu'il faudrait tout recommencer au mois de janvier. On a tout dit sur le... Non, et puis, pardon, mais il y a un moment, il faudrait dire la vérité aux Français, qu'à chaque fois que l'État dépense 10 €, il n'en a que 5 dans la poche. C'est à peu près ça. Je pars sous votre contrôle. Heureusement, l'écart n'est pas aussi important. Non, mais je crois que c'est 50. C'est le même. Au niveau de la sphère publique, c'est à peu près 10% d'écart entre les dépenses et les recettes. Au niveau de l'État, c'est à peu près 50%. 50%, vous vous rendez compte, 50%. Et ça fait des semaines et des semaines qu'on suit ce débat à l'Assemblée. À quel moment on a parlé des économies ? Est-ce que vous nous avez entendu parler des économies ? Est-ce qu'on a commenté à un moment donné des économies à faire, que ce soit sur le train de vie de l'État ou sur le reste ? Zéro, il n'y a rien eu. On a parlé des dépenses, on a parlé de l'impôt, on a parlé de plein d'impôts, de plein de trouvailles pour les impôts, mais réduire le train de vie de l'État à aucun moment. Je ne sais pas comment on peut s'en sortir là. Il y a un moment donné, ce qui nous pend au nez, la réalité c'est que ce budget passe pas, soit discuté, etc. Il y a un moment, la tutelle va nous arriver sur le coin de la figure. Il faut qu'on en soit conscient. Et moi, je trouve que ce travail de pédagogie qui a peut-être été engagé par François Bayrou, il n'y est plus du tout. Donc, on va passer un très bel hiver, un très beau Noël, etc. Mais la réalité, 2026, non, mais il y a un moment donné, il va falloir dire les choses. Ouais, bien sûr. Et pour compléter ce que dit Olivier, c'est pour ça que j'aime bien avoir mauvaise Périn à nos côtés, parce qu'au moins, il nous dit les choses concrètes. 50%. Et c'est important de savoir ça. De quoi on parle surtout. Mauvaise nouvelle de la journée, c'est l'INSEE
qui nous l'a donné, c'est-à-dire plus 66 milliards de dettes en 3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 3 482 milliards de dettes en France, ce qui est absolument énorme. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à consacrer de plus en plus d'argent au remboursement justement de cette dette. Aujourd'hui, on est à 65 milliards. Demain, c'est en 2026, on sera à 74 milliards. Je rappelle quand même que le budget de la défense, c'est 60 milliards. Donc on a déjà dépassé en termes de remboursement de la dette ce qu'on consacre tous les ans à nos armées. Donc vous voyez un peu quand même ce qu'on peut appeler logiquement un gaspillage. C'est-à-dire que vous avez des Français qui travaillent en grande partie pour rembourser des créanciers en grande partie étrangers. Donc c'est vraiment du gaspillage, de la perte de la souveraineté absolue. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser cette dette. Vous voyez nos voisins qui arrivent à la maîtriser. Vous voyez même l'Italie, notre voisin, qui en gros a une dette plus importante que la nôtre, mais qui est... Il y a d'autres pays dont on se moquait, d'autres voisins européens qui réussissent mieux que nous. Hein. Regardez le Portugal. Ils étaient à peu près à 138% de dette. Vous voyez que nous, on passe de 113% de dette à aujourd'hui 117% par rapport à notre PIB. Donc on a pris quasiment 4 points même, de dette en ne serait-ce qu'un an. Vous voyez, le drame de ça, c'est qu'on ne maîtrise plus rien. Vous savez que Laetitia Guinan a un pied en France, un pied en Suisse, et c'est plutôt le pied en Suisse qui m'intéresse. En Italie, parce que c'est vrai qu'on cite sans arrêt Giorgia Meloni, mais c'est vrai qu'elle a une gestion. Elle a même fait rentrer la nourriture italienne comme patrimoine mondial de l'UNESCO. On en a parlé sur le bateau. Et donc elle arrive. C'est pas ça qui équilibre le budget. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle est à Bruxelles, la First Lady. Vraiment, aujourd'hui, c'est elle qui décide, c'est elle qui défend son économie, l'économie italienne. Alors après, peut-être que les Français n'aimeraient pas vivre en Italie parce que le pouvoir d'achat, il est bien moindre encore qu'en France. Mais cela dit, elle gère les choses. Le problème, c'est la déshérence politique en France. Parce que toute cette séquence, François de Rungis le disait, mais moi aussi je l'annonce depuis octobre, que toute cette séquence ne sert à rien d'autre qu'arriver à une loi spéciale. Le pire, c'est que c'est une arnaque qui nous aura coûté 3 mois quand même de déshérence politique, parce que les députés, pendant qu'ils faisaient ça, ils faisaient rien d'autre. Donc le pays est complètement bloqué pour arriver au même résultat, probablement une dissolution, plus les retraites. Parce qu'en fait, en réalité, c'est pas seulement un exercice blanc, c'est pas... Effectivement, il n'y aura pas de shutdown, et le problème, c'est qu'il n'y aura pas d'investissement non plus. Mais on va avoir une suspension de la réforme des retraites. Donc, en fait, c'est pas du tout un exercice blanc. C'est vraiment une arnaque qui a coûté aux Français beaucoup plus que si on avait finalement, au départ, tranché dans le vif. Mais simplement, et parce que tout ça, pourquoi exactement, comme vous l'avez dit, c'est pour se renvoyer le mistigris, pour ne pas être responsable, pour que l'autre camp soit plus piégé que nous. Tout ça, évidemment, sans aucun souci du bien commun et du souci des Français, de leur devenir et du souci de la France. Et pendant ce temps-là, les autres pays européens, eh bien, eux progressent, se défendent. L'Allemagne défend. Elle est effectivement dans une récession, mais elle défend ses intérêts. Elle arrive à... alors, on ne sait pas combien de temps, mais elle défend effectivement son industrie. On a l'impression qu'il n'y a que la France qui patine, parce qu'elle se regarde et que voilà, il y a un vrai souci. Mais ce souci-là, il s'appelle quand même compétence politique à un moment donné. C'est ça. François de Rugy, la suite maintenant. En vertu de l'expérience qui est la vôtre et de votre passé. C'est pour les Français qui nous regardent et qui nous écoutent sur Europe 1 sur CNews. De mon temps, même si c'était pas si vieux, ça se passait pas comme ça, mais parce qu'il y avait des majorités. Le monde a changé, il y avait des majorités. Bah oui. Mais pas en bien. En tout cas, la société française est plus divisée que jamais, et ça se traduit à l'Assemblée nationale avec une Assemblée nationale plus éclatée que jamais, du coup dans laquelle on ne prend pas de décision, en effet, ce qui est dramatique. Moi, je crois que ça a été une erreur, je l'avais dit ici d'ailleurs aussi il y a quelques semaines, d'abandonner le 49.3. On a entendu d'ailleurs ces derniers jours, y compris des socialistes, y compris des sénateurs et des gens aussi du bloc central, dire faudrait peut-être revenir au 49.3 parce que là on aurait pu, le gouvernement à un moment donné aurait pu trancher, dire voilà, on met ça dans le budget, et il aurait pu dire notamment aux socialistes, maintenant il y a eu une concession forte qui a été faite sur les retraites, en contrepartie vous ne censurez pas le gouvernement quand le budget est présenté, même si vous ne le votez pas. Bon, passons, c'est fait, c'est ainsi. Donc en effet, on va aller à la loi spéciale comme l'an dernier. L'an dernier, François Bayrou, qui était Premier ministre, a conduit ça et a réussi qu'à un cas à ce que l'État fonctionne, parce qu'en France, justement, il n'y a pas la menace du shutdown comme aux États-Unis. Il n'y a pas cette menace que les fonctionnaires soient plus payés et que les prestations sociales ne soient plus versées. Et puis, grâce à l'Europe, la France n'a pas besoin d'une dévaluation, parce que encore une fois, on vit à crédit. On ne se rend pas compte qu'effectivement, on claque le fric, on claque l'argent, etc. À un moment donné, on va toucher le fond de la piscine, effectivement, pas en janvier, mais à un moment donné. Si l'Europe n'était pas là derrière, quand même,
pour assumer, parce que ça fait longtemps qu'on aurait dévalué le franc, etc., enfin l'euro, etc., et que la France serait au crash, parce qu'avec une situation financière telle que la sienne, c'est pas gérable à long terme. Après, l'Union européenne nous protège, vous avez raison, parce que ça... Pour l'euro, parce qu'effectivement, on emprunte en quelque sorte à des taux qui sont encore raisonnable, même si ce soir on est à 3,6% sur les obligations à 10 ans. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu ce taux si important. Mais on peut aussi dire que l'Europe nous piège. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe nous permet de continuer à dépenser, de continuer à droguer les Français à l'argent public sans en fait qu'on en paie le prix. Donc vous voyez, l'Europe nous protège d'une part, c'est vrai, parce que l'euro c'est grâce à ça en quelque sorte qu'effectivement on n'a pas de crise obligataire, donc c'est-à-dire qu'on est toujours en mesure d'emprunter sur les marchés, mais de l'autre côté, eh bien, l'Europe continue en quelque sorte à nous fournir la drogue qui nous tue petit à petit, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'a priori, on n'est pas sur un chemin grec, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir du jour au lendemain des taux qui vont s'envoler à 10, 14 ou 20%. En revanche, on a le nœud coulant, effectivement, de cette fameuse charge de la dette qui continue à nous serrer le cou, et ça va nous étrangler, et l'argent qu'on met dans le remboursement de la dette, c'est autant d'argent qu'on ne met pas dans ce qui va nous permettre d'adopter une croissance certaine, c'est-à-dire la recherche, l'éducation, la santé, bref, tout un domaine qui, me semble-t-il, sont prioritaires pour les Français, et rajouterait naturellement la sécurité.